ministre. Alors aujourd'hui, c'est in d'être ministre, n'est-ce pas? On est en plein dans cette période de nomination d'un gouvernement. Ça vous rappelle des souvenirs? Bien sûr, je me rappelle lorsque on m'avait invité à venir à Matignon pour me voir confier un secrétariat d'État. Mais c'est vrai que ça relevait tellement de quelque chose d'irréel et de tellement extraordinaire qu'il a fallu que j'attende derrière mon poste de télévision la prononciation de mon nom par le secrétaire général de l'Élysée pour réaliser que c'était vrai. Absolument. C'est formidable cette histoire. D'ailleurs, Nora Berra, vous avez eu une carrière politique assez efficace, tout à fait rapide. Il y a une dizaine d'années, Moins que ça, rencontrez, non, c'est dans les 2009. années 2009. Vous rencontrez Dominique Perben, mais vous êtes médecin, donc dans une carrière professionnelle. Vous n'êtes pas encore élu à cette époque. Alors, en fait, ma rencontre avec Dominique Perben date de 2008, en fait, lorsqu'il m'a confié la tête de liste du 8e arrondissement à l'occasion des municipales de 2008. C'est là que je l'ai rencontré et c'était mon premier engagement politique, en vérité. J'étais médecin à l'hôpital, voilà, je poursuivais ma carrière médicale. En fait, ça vous est tombé dessus? C'est une affaire de rencontre en réalité. Quand vous avez une personne en face de vous qui vous fait confiance alors que vous n'avez finalement rien prouvé en politique, si ce n'est votre parcours professionnel. Et je pense qu'à un moment donné, c'était à l'avant-garde de ce qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire la quête de profils, de personnes ayant travaillé dans la vie civile avec une carrière peut-être derrière eux, des réalisations aussi. C'était finalement à l'avant-garde de cette modernité qui est tant attendue aujourd'hui par les Français, absolument. Et donc à partir de cette municipale de 2008, tout s'est enclenché assez rapidement puisque il m'a soutenu. Est-ce qu'on peut dire que c'est du hasard ou est-ce que c'est comme un jeu de dominos? C'est-à-dire que quand on entre, vous savez, ces tables où on appuie et puis tous les dominos, bing, 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 tombent. C'est un peu ce que les auditeurs et les auditrices sur Radio Judaïka, je reçois donc Nora Berra, ancienne ministre, mais qui est aujourd'hui conseillère régionale et conseillère métropolitaine et élue du 8e arrondissement. C'est ça? Oui, du 3e. Du 3e, pardon. Merci. N'hésitez pas à me couper, Nora Berra, candidate aux si je dis des législatives. bêtises. On reviendra sur les législatives, parce que c'est aussi notre émission en toute franchise de se dire les choses. C'est un hasard qui s'enchaîne. Quand on met la main dans une fenêtre, elle s'ouvre, mais elle ne s'ouvre pas pour tout le monde, parce que finalement... c'est un peu, ça vous est descendu dessus comme ce beau soleil. On va dire que c'est aussi une question de chance, ce n'est pas automatique, donc pas aussi évident que le jeu de domino qui fait tomber les pièces une à une. Vous ne connaissiez personne en fait, finalement, mis à part Dominique Perben? J'ai croisé bien sûr Dominique Perben qui a décidé de me faire confiance. C'est vraiment le moment où j'ai été engagée politiquement dans une campagne, dans la défense aussi d'un projet. J'ai eu la chance de participer à un déjeuner avec Nicolas Sarkozy pour représenter Lyon. Dominique Perben m'avait demandé d'y aller à sa place. Il n'était pas disponible ce jour-là. Donc un déjeuner très simple finalement, avec quelques candidats au municipal en 2008. Donc c'était mon premier contact aussi avec Nicolas Sarkozy. Qui était à l'époque ministre du budget. Non, en 2008, il venait d'être élu président de la République. Déjà, d'accord. Oui, c'était un déjeuner au cours duquel il souhaitait rencontrer des candidats. Des nouveaux. Des candidats qui étaient engagés dans une élection difficile sur des terres de conquête. Donc c'était aussi pour encourager les gens de sa famille politique. Quel effet ça fait? Racontez-nous, parce que je suis sûre qu'aujourd'hui on est en plein dans les présidentielles. Emmanuel Macron a été élu il y a 2 jours et on sait quel est le ministre, son premier ministre, mais on en parlera tout à l'heure. Mais racontez-nous en toute franchise, qu'est-ce que ça fait de rencontrer un président de la République, de déjeuner avec lui? Alors en fait, on se fait bien une montagne de ce qui va se passer. On est dans le fantasme, on se dit on va rencontrer la première personnalité du pays, mais en réalité, ça tient beaucoup
à la personnalité du chef d'État. Si c'est quelqu'un de simple, il y a une mise à l'aise immédiate, on passe un moment convivial. Et j'avais découvert chez lui cette empathie, cette curiosité finalement vis-à-vis des personnes qu'il ne connaissait pas forcément, et puis ce tutoiement. Alors toi, comment c'est chez toi? Comment tu t'en sors? Ça va, mais on va t'aider. Voilà, en fait, vous aviez l'impression d'être en famille, absolument. Fait. Hein, et c'était sa grande force, en effet, de mettre à l'aise les gens, de leur parler de façon très amicale, comme si on s'était toujours connus. Et ça m'avait un petit peu étonnée. Et je suis revenue à Lyon après en réalisant que j'avais rencontré le président de la République. Et j'avais remercié Dominique Perben parce que c'était un moment pour moi, déjà, j'étais loin d'imaginer que je serais nommée un jour, mais c'était déjà pour moi un honneur d'avoir participé avec si peu de personnes à ce déjeuner. Alors Nora Berra, Dominique Perben vous met le pied à l'étrier et après vous êtes une grande fille, vous avez réussi une vie politique très intéressante en étant finalement compétente sur des sujets qui vous intéressaient puisque les aînés et la santé c'est un peu ce pourquoi vous avez été formée. Vous avez fait des études, c'est intéressant aussi de savoir ça. Vous avez fait vos études à Oran. Hein. On a beaucoup ici de gens qui nous écoutent qui sont de là-bas, comme on dit. Donc, pourquoi les études à Oran alors que vous êtes née à Lyon hein? Alors, aujourd'hui, de voir des étudiants voyager, ça n'étonne personne. C'est vrai. Après, quand on a son bac, on a envie de voir de nouveaux horizons, d'expérimenter de nouvelles choses. On trouve ça tellement normal à l'heure de la mondialisation, de la mobilité des personnes. Ça paraît normal. À l'époque, c'était un challenge aussi à relever. Alors, Oran, l'Algérie, c'était pas par hasard, puisque mes parents étaient originaires. C'était en quelle année, là de 1984. C'était hier. Oui, voilà. Donc ça fait c'était hier. D'ailleurs, vous voyez bien que c'était hier. Oui, il y a Franck qui nous dit qu'il était de Oran, hein, pour les auditeurs et les auditrices. Mais j'ai découvert une ville que je ne connaissais pas. En fait, je suis allée un peu à l'aventure. Alors, mes parents avaient accepté que j'allais là-bas parce que j'avais une sœur qui habitait pas loin. Mais en vérité, c'était pour voir autre chose, d'une part. Oui. Et d'autre part, de sortir du cocon familial. C'était un cocon un petit peu... Donc, un Erasmus autour du bassin méditerranéen. Et dans le pays d'origine aussi. Alors, la vertu de cette période, c'est que ça m'a appris aussi qui j'étais vraiment. Parce que quand on vous transmet dans une cellule familiale une culture algérienne, une langue... Vous parlez arabe? Bah oui. C'est bien, vous êtes bilingue, voire trilingue, je crois. Je vous ai entendu parler anglais l'autre jour. Absolument. Très bien d'ailleurs. Et lorsque vous embrassez aussi la culture française, parce que c'est votre environnement, c'est les références à l'école, dans la société... eh bien, vous grandissez avec une double appartenance et il faut réussir à faire la synthèse, à réussir à trouver cette harmonie qui vous constitue. Et ce voyage, en tout cas cette période, a été pour moi assez révélatrice de ce que j'étais vraiment et je ne regrette pas du tout, je le referais s'il fallait recommencer. Donc Nora Berra, bien ancrée dans sa vie et dans sa ville et dans ses territoires. D'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure j'ai dit que vous avez été ministre. Si vous aviez à vous retourner, quelles sont les choses que vous avez adoré faire, les actions que vous avez mises en place assez rapidement, hein, parce qu'on pourrait être avec Nora Berra toute l'après-midi, toute la soirée, bref, faire une semaine. Mais non, là, on va faire un peu... J'ai vu que vous étiez opposé à la GPA, que vous étiez opposé à l'euthanasie, mais qu'en revanche, vous aviez voté les lois sur les dons d'organes, me semble-t-il. Bien sûr, normal. Enfin, voilà. Quand on est membre du gouvernement, on porte les projets de loi du gouvernement. Donc on est dans l'exécutif et les parlementaires votent. En effet, alors avant d'arriver à la santé, j'ai eu mon portefeuille en charge des personnes âgées, les aînés. Et là, ce dont je suis fière, c'est de contribuer à changer le regard sur le vieillissement, faire de la prospective sur les années à venir où nous allons être plus nombreux encore à être... D'ailleurs, vous m'avez vu là, bientôt. À faire partie effectivement des aînés. Il y a une chose qui m'avait mobilisée, c'était les aidants. Nous sommes tous confrontés, soit au vieillissement, soit au handicap, soit à la maladie. Il y a toujours un proche, un voisin,
un ami, Qui un aide. collègue qui va aider. Et je suis fière d'avoir mis en place en France la première journée nationale des aidants le 6 octobre 2010. Donc aux aînés, j'ai fait de la prospective. 2, c'est mettre en place cette journée des aidants où enfin on a reconnu le rapport inestimable. Merci dans Nora l'accompagnement. Berra pour cette première journée, effectivement, nationale. Ensuite, à la santé, vous évoquez Oui. les questions éthiques. La loi de bioéthique devait être révisée. Et en 2011, j'étais celle qui a porté le projet du gouvernement avec toutes les discussions autour de nombreuses dispositions inhérentes à la fin de vie, inhérentes effectivement aux dons d'organes, inhérentes aussi au diagnostic préimplantatoire dans le cadre de procréation médicalement assistée, de la GPA bien entendu. Donc cette loi englobe Beaucoup de choses. toutes les dispositions qui font qu'on s'interroge sur ce qui est possible de faire grâce à l'innovation médicale, au progrès des techniques et les limites qu'on se donne à l'application de ces nouvelles techniques. C'est jusqu'où on peut aller pour utiliser ces méthodes. Et c'est bien ça la difficulté qui finalement ne relève ni de clivage partisan, ni de droite ni de gauche. C'est chacun est interrogé dans son intimité pour savoir comment il va se positionner vis-à-vis effectivement de questions sociétales, de questions éthiques. Et c'était passionnant parce que on voit bien que chacun se positionne en fonction de son propre vécu. Il se positionne aussi parfois en fonction de ses confessions religieuses. Bien sûr. Ça ressort, c'est précisément des dossiers dans lesquels les gens ont des convictions personnelles et on les voit transparaître à ce moment-là. Mais vous avez justement à ce sujet à l'époque, et puis maintenant je pense que ça se fait peut-être aussi, vous aviez consulté les religieux, enfin ceux qui sont les détenteurs du dogme, que ce soit les chrétiens, les musulmans, les juifs. D'abord il y avait eu des états généraux, donc la question était posée à la société tout entière, la société française tout entière, dans les territoires, ce qui a abouti à ce texte de loi. Et lorsque nous avons porté la loi, j'ai interrogé effectivement les différentes religions pour savoir un peu quelles étaient leurs positions. Et Monseigneur Barbarin a pris rendez-vous avec moi. Il est venu me voir. Ah, je croyais qu'il n'était jamais venu. J'ai peur. Il est venu. C'est lui. Autant lors de mes rencontres, j'ai pu interroger le grand recteur de la mosquée de Paris, le cardinal 23 à Paris. Monseigneur Barbarin a pris rendez-vous, il voulait m'alerter sur un certain nombre. Et les juifs alors. Et alors j'avais croisé aussi le grand rabbin auquel j'avais posé des questions, mais il est clair que dans moi la défense du texte, vous ne preniez pas bien sûr. fait et cause, et je restais finalement dans la position du gouvernement et sans. C'était intéressant de voir le croisement des regards. Bien sûr. Mais pour savoir aussi, pour mieux comprendre aussi les positions des parlementaires vis-à-vis des dispositions. Alors, vous avez tout à l'heure dit cette phrase, le projet n'était ni de droite ni de gauche. On a donc élu Macron, enfin la France a élu Macron. Vous êtes, j'ai oublié de le dire, les Républicains, cette frange des Républicains, on va dire, sociale. Humaniste. Vous étiez filloniste non, sarkozyste, puis filloniste, c'est ça pour les primaires. Alors, il n'y a pas de courant en fait, parce qu'après au niveau des primaires, on se positionne vis-à-vis d'une personne parce qu'on a vécu des choses, il y a une fidélité, et je crois que c'est ce qui me caractérise, je suis plutôt quelqu'un de loyal et fidèle, donc je suis restée loyale à Nicolas Sarkozy, mais lorsqu'il y a eu des courants à l'intérieur de l'UMP, avant les Républicains, j'étais dans ce courant France moderne et humaniste, voilà. Si vous voulez me positionner... France moderne et humaniste. Alors, qui a été piloté par Raffarin, Leonetti. Ah ben Leonetti, la loi, etc. Absolument, j'étais dans ce courant. Luc Châtel, nous étions un certain nombre dans ce courant-là. Et donc, Macron vient de désigner hier son nouveau Premier ministre. Il est issu au départ du courant eurocardien, puis Juppé, puis Macron. Il est romancier. Qu'est-ce que vous le connaissez, le maire du Havre ? Je le croise au bureau politique national. D'accord, donc il était au bureau politique des Républicains. Jusqu'à un certain moment, bien sûr. Oui, il est membre du bureau politique, il est membre des Républicains, bien entendu. D'accord. Je pense que
La situation nouvelle conduit évidemment à des décisions nouvelles.